Donc d'annoncer que ce serait vraiment un enjeu pour ce quinquennat d'améliorer la prostitution, etc. La première personne qu'elle a citée qui allait l'aider dans cette lutte, c'était Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Tout en prétendant à lutter pour l'émancipation des femmes, notamment de toutes ces femmes étrangères, victimes, etc. On veut vraiment nous faire croire que c'est Manuel Valls qui va aider les femmes migrantes, quoi. Pour en revenir à la marchandisation, en fait, parce que, en fait, c'est ça, il y a cette idée que dans l'industrie du sexe, c'est violent, parce qu'il y a des rapports économiques, ce qui signifie que il y aurait donc d'un côté cette sphère publique de l'échange économique et qui est un lieu de violence, versus l'échange gratuit dans le cadre du couple, ou en tout cas des rapports privés, animés par un pur désir qui ne serait pas de la violence. Je pense que présenter les termes, les enjeux du débat comme ça, c'est pas... Enfin, c'est une grosse erreur d'analyse de la situation des femmes. Dans la mesure où le couple, et notamment le couple hétérosexuel, est très loin d'échapper aux dynamiques économiques. Si on peut reprendre des analyses qui ont été menées par exemple par des féministes marxistes dans les années 70 autour des luttes pour le salaire au travail ménager, donc avec des militantes et des théoriciennes comme Silvia Federici, comme Leopoldina Fortunati, comme j'ai oublié la troisième, celle qui a fait The Power of Woman and the Subversion of Community, Maria Rosa Dalla Costa. Où bon, il y a eu tout un mouvement de pensée, surtout par des théoriciennes italiennes proches des mouvements autonomistes, opéraïstes, etc., qui ont analysé justement ce qu'on appelle aujourd'hui la sphère privée et gratuite comme participant directement à l'économie capitaliste en tant que sphère de reproduction de la force de travail et donc par là de l'ensemble du système capitaliste. Et donc si on reprend ces analyses, on voit très bien que la distinction entre cette idée de sphère publique, argent, violence et sphère privée, pur désir dégagé des échanges économiques, ne tient pas parce que par les elles ont considéré en fait justement le travail du sexe comme du travail ménager socialisé, dans la mesure où le travail sexuel il est fait également par la ménagère auprès de son conjoint. Bon alors ça suit évidemment des analyses qui sont évidemment datées dans un contexte années 70 avec, en lien avec un modèle fordiste, etc., qui est plus forcément à prendre au pied de la lettre comme ça aujourd'hui que... Il y a eu des évolutions, mais il y a quand même une grande partie de ces analyses qui restent justes, notamment le fait que considérer que parce qu'il n'y a pas explicitement un échange d'argent, on est dans la gratuité et pas dans l'économie, c'est faux. Que des échanges considérés comme gratuits participent tout aussi bien du système économique que les échanges où il y a un échange explicite d'argent. Je pense que les débats justement aujourd'hui sur le travail du sexe sont une occasion de réinvestir ces questions qui ont été complètement délaissées par le féminisme qui, comme je le disais tout à l'heure, pense maintenant la question des violences faites aux femmes uniquement en termes de comment réprimer les auteurs de violences et non pas en tant que comment transformer les réalités qui produisent ces violences, etc.
et qu'il y a vraiment une nécessité de réinvestir notamment les enjeux politiques qui se posent autour des enjeux de reproduction sociale, et le travail du sexe peut être une occasion pour ça. Mais pour ça, il va falloir effectivement sortir d'une part d'une vision qui veut spécifier la prostitution par rapport aux autres sphères de la vie, et d'autre part, mais c'est lié, de cette manière de considérer les travailleuses du sexe comme... il y a un rapport de classe qui se joue là-dedans, hein. Il faut bien comprendre qu'il y a un rapport de classe, vu qu'on a une partie donc, du mouvement féministe qui sont quand même essentiellement des féministes proches du PS, etc., qui en gros regardent des putes et se dit oh là 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 là, c'est tellement horrible leurs conditions, il faudrait vraiment les aider. Qui évidemment ne comprend rien en réalité dans lesquelles, et aux contradictions dans lesquelles sont effectivement engagées les travailleuses du sexe, et qui à partir de là va effectivement proposer des solutions qui permettent juste de conforter finalement leur statut à elles, qui est un statut de regard par au-dessus quoi, sur celles qu'elles prétendent sauver. Et donc en réalité ce que reproduit ces débats, la manière dont ils sont menés, les enjeux qui sont investis, je pense qu'il y a vraiment une reproduction des rapports de classe entre des travailleuses du sexe qu'on peut considérer comme membres directement de la classe ouvrière et une frange du féminisme qui est dans une position bourgeoise vis-à-vis des pauvres filles malheureuses, etc. En fait, les différentes forces un peu en faction là, autour de ces débats, je pense qu'il faut aussi comprendre qu'ils s'inscrivent dans une histoire qui est assez longue. Les travailleuses du sexe ont vraiment depuis très longtemps été pénalisées. Donc, on est dans des schémas, le simple fait, dans les questions qu'on nous pose, c'est mais alors si vous voulez pas l'abolition et si vous voulez pas les maisons closes, qu'est-ce que vous voulez? Alors comme si c'était absurde de pas vouloir un régime ultra spécifique, parce que cette question a toujours été pensée comme en dehors des autres rapports sociaux en fait. Comme si la prostitution c'était, voilà, il y a la société et ses rapports sociaux, et puis à la prostitution qui obéirait à des règles, à des règles différentes. Et c'est ce qu'on retrouve en effet dans le discours abolitionniste, alors qu'ils se revendiquent au nom de valeurs féministes ou au nom de valeurs plutôt de gauche, contre la marchandisation du corps humain, etc. Ou qui consiste à mettre des frontières autour de la catégorie prostitution, ou alors ça devient de la marchandisation du corps humain. Donc il y a un argument qui montre très vite ses limites. En fait, dès qu'on interroge ce que c'est que la marchandisation du corps humain, ce qui n'est pas souvent fait, on voit bien que c'est pas spécifique à la prostitution, etc. Donc c'est censé tomber très vite à l'eau ce genre d'argument, mais bon, ça a un certain succès. Soit. Il y a tout un... Donc ça va être plutôt la tendance qui se revendique d'idées de gauche. Il y a la question des violences, il y a des violences dans l'industrie du sexe, oui, notamment parce que les lois, parce que la manière dont le travail du sexe est considéré et organisé en France le rend cette industrie effectivement très propice au développement de violences. Maintenant, c'est pas des violences spécifiques au travail du sexe. En fait, il va y avoir des violences conjugales, il va y avoir des patrons qui
qui maltraitent leurs employés, qui font du harcèlement sexuel, etc. Il va y avoir de l'extorsion, il va y avoir du chantage, il va y avoir en fait tout un tas de trucs qu'on retrouve partout et qui ne sont pas spécifiques au travail du sexe. Qui sont... Il y a cette question voilà, le client il y a beaucoup de clients qui sont violents, etc. Oui, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui sont violents envers les femmes. Et c'est pas une question spécifique à la prostitution. Et je pense au contraire que quand on cible comme ça, en fait, on fait comme si toutes les violences, etc., ça venait d'un endroit. Ça a aussi des conséquences négatives dans le fait que pendant ce temps-là, on ne regarde pas qu'est-ce qui produit véritablement ces violences de manière générale. Et que les violences dont peuvent être victimes les putes dans l'industrie du sexe, on peut aussi les analyser en fait de manière générale, pas comme des violences liées à la prostitution, mais des violences liées au patriarcat, avec une propension en effet à la violence masculine envers les femmes. Mais du coup, là encore, c'est pas une question spécifique à la prostitution, et abolir la prostitution, enfin ça va pas changer la face du monde, quoi. Notamment sur la question des violences comme ça. Après, bon, ces débats, moi, je les trouve un peu ennuyeux, mais bon, je pense qu'ils méritent aussi d'être investis sur la manière dont notre parole va être délégitimée par le fait qu'on aurait vécu des violences sexuelles, etc. Et que du coup on serait dans un état d'aliénation. Genre en fait une fois que t'as dit ça, tu t'as rien dit parce que c'est une question là encore qui ne concerne pas seulement les travailleurs du sexe et vouloir la penser sans repenser de manière globale la contrainte à l'hétérosexualité dans une société patriarcale. Je vois pourquoi penser ces questions spécifiquement sur la prostitution. Enfin, je sais pas comment le dire, mais cette idée de délégitimer notre parole parce qu'on agirait sous la contrainte. Je pense que voilà, c'est des réflexions qui méritent d'être investies, mais dans le cadre d'une réflexion globale sur la contrainte à l'hétérosexualité. Si le consentement des travailleuses du sexe n'est pas valable parce qu'il est obtenu sous la contrainte économique, autant considérer que le consentement des femmes en général à leurs relations hétérosexuelles ne sont pas valables parce qu'il est fait dans un régime de contrainte à l'hétérosexualité, quoi. C'est ça la question, c'est comment cette focalisation sur la prostitution empêche donc de voir les rapports sociaux dans lesquels s'inscrit le travail du sexe, que ce soit voilà, de manière générale, par exemple un sujet que pourrait investir le féminisme serait la contrainte à l'hétérosexualité plutôt que la contrainte économique du travail du sexe, parce que finalement la contrainte économique pour les femmes, elle n'est pas que dans l'industrie du sexe. Oui, je pense qu'il n'y a pas... Je ne pense pas des théories du complot de elles disent ça pour en fait faire ça. Je pense qu'il y a une vraie sincérité chez ces militantes avec une véritable volonté que la sexualité ne soit pas soumise aux logiques d'échanges marchands, etc. Sauf que dans la mesure, si on envisage le capitalisme comme une totalité, ça ne peut pas marcher comme ça. Il n'y a pas des sphères qui fonctionneraient comme des oasis, ou alors même la manière dont on va définir ces oasis, ça va forcément être en lien avec d'autres dynamiques. Et je pense qu'il faut vraiment justement s'interroger quand on cherche à définir ce genre de truc. Ensuite, quelle dynamique ça produit? Et là, par exemple, pour le fait de focaliser sur le travail du sexe comme lieu d'exploitation, ça participe complètement d'une dynamique qui masque l'exploitation dont sont victimes les femmes dans le couple et au foyer de manière générale. C'est là où moi j'ai un peu du mal à comprendre, où je me dis que effectivement il y a chez beaucoup de militantes anti-prostitution, une part de naïveté, parce que quand elles voient leur discours repris par exemple par Najat Vallaud-Belkacem quand elle venait d'être nommée ministre des droits des femmes, que sa première déclaration a été contre
d'annoncer que ce sera vraiment un enjeu pour ce quinquennat d'abolir la prostitution, etc. La première personne qu'elle a citée qui allait l'aider dans cette lutte, c'était Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Et tout en prétendant lutter pour l'émancipation des femmes, notamment de toutes ces femmes étrangères, victimes, etc., on veut vraiment nous faire croire que c'est Manuel Valls qui va aider les femmes migrantes, quoi. Et je pense que... Là, je pense rien du tout, en fait. Parce que si on prend même les demandes basiques, les revendications basiques des travailleurs du sexe aujourd'hui pour la dépénalisation du travail du sexe, c'est là où on se situe un peu dans une contradiction avec finalement pour lutter contre l'exploitation on demande à être exploité légalement, ce qui peut sembler évidemment paradoxal, ce qui a du mal à être entendu dans beaucoup de sphères de la gauche qui sont des incompréhensions qui sont entendables et qui méritent discussion. Et il y a ça où on se situe en termes de revendications un carrefour assez compliqué, parce qu'il ne faut pas que la demande de droit soit considérée juste comme une demande de libéralisation de l'industrie, mais juste comme retirer les entraves à l'organisation collective contre une industrie qui est en réalité déjà extrêmement libéralisée. C'est pas parce que elle est illégale qu'elle n'est pas libérale dans son organisation, quoi, bien au contraire. Maintenant, justement, la lutte contre une industrie super libéralisée, elle passe par la possibilité de pouvoir s'organiser collectivement, de pouvoir lutter collectivement, de pouvoir juste déjà se rencontrer et échanger, c'est déjà super difficile dans le contexte actuel, donc on part quand même de très loin. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette nécessité vraiment quand même d'un certain focus au niveau des revendications sur la situation légale, en considérant que ce changement de situation légale n'est loin d'être l'aboutissement de la lutte, ce sera juste le point de départ, quoi. Une fois qu'on pourra légalement s'organiser, ça favorisera la possibilité d'investir une lutte plus globale contre, je pense qu'on va dire contre l'industrie du sexe au final. On peut faire cette analogie avec les luttes pour le salaire au travail ménager, où l'idée c'était évidemment pas de dire que revendiquer un salaire c'était une perspective révolutionnaire, mais pour s'engager dans un processus révolutionnaire, quand tu es femme au foyer, que tu n'as pas d'argent, il faut déjà avoir la possibilité de sortir de chez toi en fait. Et sortir de chez toi si tu n'as pas d'argent, c'est pas possible. Et donc, ça a été qualifié, justement, cette revendication de en gros, revendication réformiste à perspective révolutionnaire, parce que c'était l'obtention, c'était même pas l'obtention, c'était déjà juste la perspective que ça a dessiné. S'organiser autour d'une revendication dans une perspective révolutionnaire. Et je pense qu'au niveau des luttes des travailleuses du sexe, il y a un peu cette idée aussi qui est de s'organiser autour de la revendication de dépénalisation, mais parce que cette dépénalisation, ce qu'elle signifierait également, c'est une remise, de sortir de schémas de pensée qui peuvent être assez libéraux, dont on parlait tout à l'heure, avec ces oppositions privées, publiques, etc. Et donc, une fois ça acquis, on peut s'engager dans un processus révolutionnaire. Mais tant que les travailleurs du sexe sont sous la tutelle des associations, de la police, etc., c'est évidemment impossible.
D'où la nécessité que les travailleuses du sexe s'organisent par elles-mêmes. Alors ça peut être effectivement par une organisation syndicale comme on le fait au STRAS, ça peut être dans des collectifs plus autonomes, plus ponctuels, comme il y en a eu plein, comme il y en aura encore, et comme là par exemple les Roses d'Acieux, les travailleuses chinoises de Belleville qui se sont créées l'hiver dernier, qui s'organisent autour de revendications très basiques. Elles demandent de pouvoir travailler. C'est pas une revendication révolutionnaire en soi de demander à pouvoir travailler en France. Maintenant, on parle de femmes qui sont sans papier, qui se font arrêter tous les jours, mais qui malgré tout débarquent dans la rue à 300 pour se faire entendre face à un contexte politique qui voudrait les sauver d'elles-mêmes, quoi.